Bienvenue à la causerie de ce mardi avec nos différents invités que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, on va parler emploi des jeunes avec la création de près de 10 000 entreprises courant les 4 derniers mois au Bénin, à savoir les mois de mai, juin, juillet et août 2019. Pour être plus précis, il s'agit de 9 552 entreprises qui ont été créées très exactement. Quel est le bien fondé de cette situation sur d'ailleurs l'économie nationale et aussi le processus de développement que le Bénin a engagé? Question pour nos invités. Et justement, parlant de Mathias Sossou, directeur général du quotidien Le Gongonais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Constant Yawedéou, directeur de Radio Planète. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour, chers téléspectateurs. Et puis Eloge Ganaro, directeur général aussi du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour Gilles Chris. Bonjour, chers confrères. Bonjour à tous. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre appel. Je le disais tout à l'heure, près de 10 000 entreprises ont été créées. C'est un chiffre divulgué par l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES. Et j'étais très précis tout à l'heure, 9 552 entreprises. Le Ganaho, on sait qu'il y a une question qui constitue un casse-tête pour les autorités, c'est l'emploi des jeunes, la création d'emplois pour les gens. Lorsqu'on sait que des particuliers sont volontaires, vont créer des entreprises, en quoi c'est une bonne nouvelle pour une nation? Oui, c'est une bonne nouvelle pour une nation parce que cela démontre que de plus en plus, ceux qui nous dirigent, les gouvernants, ont pris conscience du fait que le développement d'une nation, ça dépend aussi de la qualité des ressources humaines qu'on a, ça dépend des efforts consentis par chaque citoyen pour apporter sa contribution, pour faire en sorte que ce développement-là soit une réalité. Parce que l'homme est au centre de toute action de développement. Sans les hommes, on ne peut pas vraiment atteindre les objectifs du développement. Alors, par conséquent, une nation sérieuse, un État qui réellement, n'est-ce pas, a une vision, a des objectifs à atteindre, doit, n'est-ce pas, mobiliser les ressources qu'il faut, entre autres les ressources financières, également les ressources humaines, et surtout, j'insiste sur la qualité des ressources humaines pour atteindre les objectifs en question. Alors, la question d'emploi est vraiment un casse-tête ces dernières années. Et vous devez vous rendre compte que pendant les différentes élections, même bien avant, pendant les campagnes, chaque candidat en fait vraiment un point très important, son cheval de bataille. Vous allez entendre partout promotion de l'emploi, création d'entreprises, parce qu'ils savent que c'est un point sensible. Actuellement, ça concerne aussi bien les jeunes que les femmes. Alors là, si l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations, n'est-ce pas, au terme d'un sondage, a pu nous dire qu'il y a près de 9 552 entreprises qui ont été créées, c'est une bonne chose, mais il faut en faire davantage. Beaucoup vont s'interroger et dire, mais comment, alors, qu'est-ce qui justifie ces chiffres-là? C'est ça. Ce n'est pas que, écoutez, l'État, le gouvernement, s'est levé un beau matin ou en quelques semaines, n'est-ce pas, a ouvert des services un peu partout, a créé des centres pour dire, écoutez, bon, venez, je recrute, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça concerne aussi bien le public et surtout le privé, le secteur privé. C'est ça. Et lorsque, vous voyez, avec les gouvernements passés, on a parlé de microcrédits aux plus pauvres, n'est-ce pas, les bénéficiaires, les groupements de femmes, ou comment dire, ceux qui ont été bénéficiaires, n'est-ce pas? Ça, c'est de l'emploi. Oui. Ce n'est pas forcément de grandes industries qui ont été installées, de grandes entreprises. Mais lorsque à 2 ou à 3, ou une personne, n'est-ce pas, met en place une structure qui génère des revenus, et il essaie de bien gérer cette structure-là, ou s'associe avec d'autres personnes, n'est-ce pas, pour gérer ça avec l'orthodoxie qu'il faut, avec la rigueur qu'il faut, et cela génère des revenus pour son bien-être, pour lui permettre d'assurer ses besoins, n'est-ce pas, cela participe du développement. Et lorsque vous avez beaucoup d'entreprises comme ça créées dans ce cadre-là, et vous savez qu'au Bénin, aujourd'hui, dans le gouvernement, il y a un ministère chargé des petites et moyennes entreprises. Je crois que c'est certainement pour atteindre cet objectif-là. Et toutes les actions qui ont été entreprises dans ce sens-là, n'est-ce pas, ont permis d'installer de petites structures par-ci, par-là,
qui ont permis à certains jeunes, n'est-ce pas, d'avoir de l'activité. On parle de l'entrepreneuriat des jeunes également. Oui. Et vous savez qu'il y a beaucoup de projets innovants dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, vous voyez, même avec le dernier voyage, le récent voyage du président de la République au Japon, vous savez que le Japon, de la TICAD, et ça attire beaucoup l'attention des Japonais, investis dans ce domaine-là, l'entrepreneuriat des jeunes, et tout cela contribue à installer de petites entreprises. Je crois que c'est tout ça qui a fait le bilan de l'agence en question, et je crois que c'est à encourager. Il faut que les efforts se poursuivent dans ce sens-là. Très bien. Constant Yaouedéou, 9552 entreprises créées. C'est un chiffre vraiment encourageant pour le renforcement du secteur privé, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, tel que l'a dit le député tout à l'heure, dans tous les pays, le problème qui se pose aux gouvernants, c'est surtout le problème de l'emploi. Et ce n'est pas en Afrique seul, ce n'est pas au Bénin seul. Partout, si vous suivez les chaînes étrangères, les chiffres sur l'emploi sont annoncés presque tous les jours. Donc c'est un problème assez sérieux, le problème de l'emploi. Deuxième chose, nous sommes en train de nous démystifier quand les choses se passent ainsi. Parce que dans notre logique, c'est l'État qui est pourvoyeur d'emploi. Ça, c'est dépassé. Il faut que nous comprenions que l'État ne donne pas de l'emploi. C'est juste l'administration. Et l'administration, tout le peuple ne peut pas travailler dans l'administration. L'administration, c'est juste pour coordonner les choses. C'est pour ça qu'ailleurs, quand on demande aux gens de venir travailler dans l'administration, ils refusent. J'ai suivi à la télé, on fait de la publicité pour demander de venir travailler pour l'État. Oui. Là où, chez nous, dès qu'il y a 3 postes, vous avez 3000 candidats. Vous voyez, donc, c'est qu'il faut que nous comprenions que ce n'est pas l'État qui donne l'emploi, mais l'État est juste là pour coordonner et que c'est les privés qui créent l'emploi. Quand on dit 9000, près de 1000 entreprises créées en 4 mois, oui. Mais allez d'abord chercher à savoir combien l'État en a créé dedans. Et je crois que le gouvernement a aussi compris, parce qu'au début, la création d'emplois, c'était un peu corsé, la procédure, mais à partir d'un moment donné, ça a été revu. Très bien. Et on reviendra tout à l'heure quand ça a été conditions de création, ça a fait que les gens se sont lancés dedans, ils ont dit maintenant il faut y aller. Et je crois que ça a été quand même intelligent de la part du gouvernement de revoir ces conditions et les résultats sont là aujourd'hui. Il reste peut-être tout à l'heure, on va parler de suivi. Très bien. Mathias Sossou, est-ce que la création de ces entreprises vient renforcer le secteur privé? Vient renforcer? Oui. Oui, tout la à fait, création, bien sûr. On parle de création d'entreprises. Je crois qu'il y a d'abord un environnement qu'il faut viser. Et c'est parce que l'environnement est bien assaini et accueillant. Et si on parle de 552 entreprises créées, et un petit calcul va nous amener d'abord à installer les secrétaires quand même pour garder les bureaux. Donc ça fait déjà 9000 et quelques secrétaires que ces entrepreneurs ont dû recruter. Et si en dehors de leurs secrétaires, si le promoteur, puisque le promoteur même, il est en train de gagner quand même un emploi là, et le promoteur doit encore recruter des techniciens. Si c'est 2 ou 3 employés en plus, ça fait déjà plus de 20 ou 30 000 emplois qui sont créés là. Je crois que... Il faut oublier le gardien. Oui. Bien sûr, le gardien aussi, d'abord. C'est vrai. Les gens ont parlé de 20 000 emplois par an dans ce pays. Oui. Ici, mais ce n'est même plus par an, c'est dans l'intervalle de 4 mois qu'on crée une trentaine de mille d'emplois dans le pays. Je crois que c'est à saluer et cela est nécessairement dû aux efforts que le gouvernement fournit et à promouvoir quand même l'emploi. Parce que si le gouvernement n'avait pas pris les conditions pour alléger un peu la tâche aux entrepreneurs, on n'en serait pas arrivé là.
Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même attribuer, un succès qu'il faut attribuer au régime actuel, pour ne pas parler du gouvernement. Et maintenant, quand ces emplois sont créés, les entreprises qui sont créées, mais ça fait de surplus à gagner quand même pour l'État. Ces entrepreneurs, après les activités, vont payer des impôts. Ils vont payer des taxes nécessairement qui vont renflouer la caisse de l'État. Ça veut dire que quelque part, c'est un ouf de soulagement que la population est en train de connaître, parce que il y a nécessairement un problème de résolu. C'est indéniable. Nous allons quand même souffler un peu avec cet environnement aujourd'hui qui est favorable à la création de l'emploi. Ça veut dire que quelque part, nous allons faire ce que le PAG s'est engagé à réaliser. La promotion de l'emploi et la satisfaction, et le social surtout. Parce qu'aujourd'hui, si nous arrivons à la création de ces emplois que nous constatons, ça veut dire que quelque part, les familles vont souffler un peu aussi, les jeunes qui sont recrutés. Moi, je constate même que de temps en temps, il y a plus de chômeurs comme ça qui grimpent, parce que le taux de chômage a diminué un peu. J'ai constaté lors des derniers concours des aspirants et consorts, il n'y a que de jeunes aujourd'hui qui demandent d'emploi. Les jeunes qui n'ont pas encore complètement terminé leurs études, qui veulent rapidement se positionner pour se garder quand même leur avenir. Sinon, de grands chômeurs qui sont laissés sur les carreaux, je n'en trouve pas encore. Au moins, ils sont déjà préoccupés à quelque chose. Et ça veut dire que quelque part, l'environnement est en train d'être assaini. Et ça permet quand même un avenir meilleur pour notre pays. Justement. Et dans les détails, il faut être précis par rapport au mois de mai 2019. Par exemple, on a enregistré 2346 entreprises qui ont été créées. Et ces entreprises impliquent 8 entrepreneurs, 2025 commerçants ou personnes physiques et 313 sociétés. Est-ce que Los Garajo, si on prend ce seul cas-là par exemple, est-ce qu'on peut effectivement dire que c'est l'environnement créé par le gouvernement en place depuis 2016 qui favorise, on va dire, ces taux d'investissement-là, de création d'entreprise? Parce que ne va pas créer une entreprise qui veut, mais qui peut aussi. Est-ce que les conditions sont autant soulagées pour tout le monde afin qu'on puisse y aller avec courage? Oui, je dis les conditions sont favorables. Parce que sans un environnement favorable, c'est difficile pour le secteur privé que nous indexons, n'est-ce pas, de prendre des initiatives. Justement. Parce que n'oubliez pas que lorsque vous créez une entreprise, vous devez faire face également à des obligations fiscales vis-à-vis de l'État. Il y a des impôts à payer, il y a des taxes à divers niveaux. Et lorsque ça devient une pression, c'est trop contraignant, voyez-vous, ça ne favorise pas un environnement qui permet à ces privés-là d'installer leur société, d'installer leur entreprise. Donc ça, c'est très important. Je ne le dis pas pour dire que non, il ne faut pas payer les impôts, non. Parce que dans un pays, lorsque il y a quelques mois, on entend dire, voilà un État qui ne fait que créer, inventer des taxes, c'est une pression, ça étouffe, ça ne permet pas au secteur privé vraiment de se développer. Non. Parce que l'impôt, écoutez, c'est une obligation pour nous. Pendant que nous parlons, voilà, notre économie est essentiellement fiscale. Pendant que nous voulons le développement, nous ne pouvons pas toujours compter sur les moyens, sur l'aide extérieure. Il faut que nous-mêmes, d'abord chez nous, nous puissions faire des efforts et trouver les moyens, n'est-ce pas, pour mener des actions qui contribuent à notre développement. Et j'ai dit que pendant la période révolutionnaire, les dirigeants à l'époque ont eu la belle intelligence de nous obliger à travailler. On entendait dire comptons sur nos propres forces. Comptons sur nos propres forces. On mobilise les ressources même dans le pays. Ressources humaines, les moyens, tout et tout, c'est dans le pays. C'est nous-mêmes qui cherchons les moyens chez nous. Ça n'en manque pas. Voyez-vous? Donc là, je dis que quelque part, il y aura des impôts, vous avez des obligations, mais l'État fait en sorte que et facilite les formalités. C'est très important. Parce que si pour créer une entreprise, alors là, c'est des tracasseries à ne point en finir, comme nous l'avons vu pendant des décennies ici, c'est difficile. Vous avez le dossier là, mais il faut déposer une pierre, il faut des pots de vin, ça met des mois, ça met des années, ça ne facilite pas le processus. Alors que si
l'État même, avec rigueur, facilite, les formalités sont faciles à remplir, d'accord, et crée un environnement favorable. Et voyez-vous, avec la lutte contre la corruption et l'impunité, vous n'êtes pas obligé, d'accord, d'aller au pot de vin, de donner de l'argent, de graisser les pattes, comme on le dit, en griffe, de faire tout ça là. Vous remplissez facilement les conditions, vous vous installez. Maintenant, il y a également un problème. Lequel? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de commerçants, oui. Vous avez parlé de sociétés, ceci, cela. Oui. Il y a aussi la question de qualification. Lorsqu'on se lève un bon matin, on crée l'entreprise, comme ça, à tue-tête, ça ne marche pas toujours. Il y a la question de la qualification. Ce que vous créez, si c'est dans le domaine agricole, si c'est la pêche, si c'est l'élevage, et si c'est la petite industrie, vous avez quelle qualification? Même si l'entrepreneur lui-même ou le promoteur n'est pas, comment dirais-je, du domaine, mais il s'entoure de techniciens, n'est-ce pas, de gestionnaires, de bons gestionnaires, pour que cette entreprise-là puisse être bien gérée. Et si c'est bien géré, avec la rigueur qu'il faut dans la gestion, n'est-ce pas, avec le personnel qualifié qu'il faut, ça va générer des revenus. Et si ça génère des revenus, c'est pour le bien de la société, c'est pour le bien de ceux qui y travaillent, et ça contribue au développement de la nation. Voilà. Très bien. Constant Yaouedéou, tout à l'heure vous abordiez également, vous vouliez aborder voilà, les conditions qu'il faut pour créer une entreprise. Est-ce aujourd'hui, au Bénin, nous sommes tous d'accord que les réformes du gouvernement et l'assainissement des finances et l'effort que le gouvernement est en train de faire pour essayer de donner un environnement favorable, nous sommes tous d'accord que c'est un fait. Est-ce que tout cela a contribué à ce que ces investisseurs puissent avoir le courage à venir s'installer? Merci. Je crois que nous avons évolué pendant longtemps dans le favoritisme. Et ce qui a fait que l'informel a pris du pas sur le formel. Donc, les réformes du gouvernement ont obligé. Parce que tous ceux dont on est en train de parler ne sont pas novices dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, mais à partir du moment où les réformes imposent une formalisation des entreprises et une bonne gestion des ressources de l'État, parce qu'on a vu dans cette affaire de microcrédit, de soutien aux jeunes entrepreneurs, on a vu les résultats. Et des gens ont disparu, on ne les a pas revus jusqu'à aujourd'hui. Oui. Oui, parce que l'État a beaucoup plus travaillé avec des individus. Ce qui est très grave, l'État ne peut pas gérer les fonds publics avec des individus. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas une existence légale, vous n'êtes pas d'une structure qualifiée, vous n'êtes pas dans la posture qu'il faut, personne ne peut vous passer de l'argent. Je donne un simple exemple. Quand vous devez mettre une parcelle en gage dans une banque pour prendre de l'argent, si ce n'est pas avec titre foncier, on ne prend pas. Donc ça veut dire qu'il y a un minimum de sécurité qu'il faut pour le faire. Mais avant, on a vu comment, à tout venant, on remettait de l'argent et après, on a vu la masse d'argent qui est partie en fumée. Donc, si aujourd'hui, vous devez avoir accès au crédit dans les structures de finances accréditées et que vous n'êtes pas dans les formes qu'il faut, vous ne pouvez pas. Et ces structures aussi sont bien contrôlées aujourd'hui par l'État par rapport à des précédents que nous connaissons. Donc tout ça là, bien encadré aujourd'hui, oblige tous ceux qui doivent mener certaines activités jusqu'à une certaine hauteur. Dès que vous n'êtes plus revendeuse, vous devez traîner vos bagages sur la tête et que vous devez vous installer dans une boutique, ça veut dire que vous entreprenez déjà. Vous devez vous inscrire au registre de commerce, forcément. Vous voyez, vous devez avoir un IFU. Donc, il y a tout ça qui, aujourd'hui, l'environnement, l'assainissement de l'environnement, qui a obligé les Béninois à comprendre qu'il n'y a aucun commerce qui
qui se fait en l'air et que tout est cadré. Tout est dans les tests, hein, c'est parce que nous refusons. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de favoritisme. Nous refusons d'être dans les tests, dans nos tests, sinon le gouvernement n'est pas en train de trop inventer. Le gouvernement est en train de mettre de la rigueur dans la gestion et je crois que ces entrepreneurs ont compris que c'est mieux pour eux d'aller se formaliser que de vouloir rester trop longtemps dans l'informel. Parce que, à partir du moment où, en tant qu'individu, vous commencez par avoir une certaine manne dans les banques, mais on est obligé de vous interroger sur vos ressources. À partir de ce moment, vous êtes obligé de vous déclarer, et de payer les impôts. Et je crois que c'est, à mon avis, la situation qui s'est présentée. Ça veut dire que les entrepreneurs béninois, même les petits commerçants, ont pris conscience qu'on ne peut rester dans l'informel très longtemps et qu'il faut vraiment se mettre au pas. Il reste à voir comment tout ça, là, comment ils peuvent survivre longtemps dans cette salle-là. C'est un autre débat que nous ferons peut-être à une autre occasion. Et pour être un peu plus exhaustif sur ces chiffres, mai 2346 entreprises, en juin 1993 entreprises, en juillet 2719 entreprises et puis en août 2019 dernier, il y a eu 2494 entreprises qui ont été créées. Il y a eu une question qui parfois taraude les esprits de tous ceux qui veulent créer des entreprises, c'est le taux d'imposition. Est-ce qu'aujourd'hui, Mathias Soso, on peut dire que quelque chose a été fait dans ce sens pour qu'en matière de paiement d'impôts, que les entreprises, les petites entreprises puissent pousser un ouf de soulagement et survivre quand même? Il y a toujours des conditions qui sont faites pour les petites entreprises. Et ce n'est pas la création que l'impôt qu'on doit payer s'impose. Il y a des critères qui sont énumérés dans ce domaine-là. Et quand vous évoluez, ça dépendra de votre chiffre d'affaires. Et c'est compte tenu du chiffre d'affaires que l'imposition arrive. Et je crois que les jeunes ou les petites entreprises qui sont créées, c'est parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils veulent faire. Et on ne peut pas aller dans l'entrepreneuriat sans être sûr, sans avoir eu des garanties de ce qu'on veut faire. Vous me direz que le jeune entrepreneur qui s'engage dans un secteur donné, y est allé à tout va. Non. J'ai dit ici une fois déjà que l'oiseau qui se pêche sur une branche morte a certainement des assurances que ces aisselles-là vont quand même l'aider dès que la branche va se casser. Il ne tombera pas. Que ces ailes vont l'aider. Oui, que les ailes vont l'aider. Donc ça veut dire que le jeune entrepreneur qui s'engage dans ce secteur, dans un secteur donné, a certainement des garanties que ça va évoluer. Et puis, écoutez, on ne peut pas y aller sans se donner de garanties. Quelqu'un qui veut entreprendre doit quand même s'engager et être sûr de ce qu'il veut faire. S'il n'est pas sûr, il n'est pas certain de ce qu'il veut faire, ça veut dire que lui-même, là, il n'est pas conscient de l'enjeu. Ça veut dire que quelque part, les entrepreneurs, les jeunes qui sont entrés dans le secteur ont certaines assurances et ils comptent sur eux-mêmes. Comme l'a dit le confrère tout à l'heure, ils comptent d'abord sur leur propre force afin de s'y engager. Et les chiffres que vous avez avancés tout à l'heure, écoutez, ce ne sont pas des chiffres qui sont avancés à tout hasard. Parce que pour créer une entreprise au Bénin aujourd'hui, il n'y a pas trop de difficultés. En 48 heures, vous avez déjà vos papiers pour commencer par exercer. Et ces papiers-là sont reçus dans des endroits. Il y a des guichets uniques qui sont conçus pour ça, qui enregistrent les entreprises-là. Et ça veut dire que tous ces chiffres-là qui sortent sont réels. Donc, ce ne sont pas des inventions des gouvernants actuels. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine vérité sur ce qui se fait ces derniers moments depuis l'arrivée du régime actuel. Ok. Eloge Gandaro, est-ce que quelque chose a été fait dans ce domaine, notamment la diminution ou la baisse
du taux d'imposition pour ces petites et moyennes entreprises? Oui, avant de parler d'imposition, tout à l'heure, j'ai parlé des formalités. C'est ça. Des facilités pour les formalités à remplir, la création d'entreprises. Oui. Par le passé, c'était pas évident. Vous savez que pour créer une entreprise, c'est la croix et la bannière. C'est les tracasseries. Vous devez les papiers aller à plusieurs niveaux, à la fois attendre des mois. Donc c'était très difficile. Donc à ce niveau-là, les choses ont été simplifiées. Et donc ces formalités que nous savons et qui entrent dans le cadre de la création des entreprises, bon, tout a été facilité à ce niveau-là. Comme l'a souligné tout à l'heure Mathias Tossou, il y a plus multiples guichets où il faut faire des va-et-vient, des randonnées à ne point en finir. Ce n'est plus ça. Donc tout est centralisé et vous pouvez remplir ces formalités-là et puis en un temps record, n'est-ce pas, créer votre entreprise. Ensuite, j'ai parlé, avant d'arriver, de parler des impositions, j'ai parlé de la lutte contre la corruption et l'impunité. Vous voyez l'effort que le gouvernement a fait. D'autres gouvernements ont commencé. Depuis le temps de Kérékou, on en parlait. Donc, la volonté est là, mais écoutez, ces gouvernements n'ont pas pu réellement atteindre ces objectifs-là. La lutte contre la corruption et l'impunité. Ça a eu droit de citer pendant longtemps. Mais avec le gouvernement du président Talon, il faut l'avouer, parce que je dis souvent, tout n'est pas parfait, ce n'est pas une gouvernance qui est bonne à 100%, mais l'effort qui est fait, il faut reconnaître cela. Parce que c'est difficile. Vous savez, dans une nation, vous parlez de la création d'entreprises. Oui. Et si c'est fait dans les normes, c'est fait dans les conditions qu'il faut, avec la rigueur qu'il faut, ça contribue inévitablement au développement. Mais lorsque vous devrez sortir des millions, alors que ce que vous avez comme revenu n'atteint pas cela, mais ça vous décourage. Vous reculez. Et la conséquence, c'est que vous voyez plusieurs entreprises fermer leurs portes. Donc c'est très important ce point-là, la lutte contre la corruption et l'impunité. Alors vous n'aurez plus à déposer des pots de vin. Il n'y a plus, comment dirais-je, des pierres sur des papiers pour les empêcher de s'envoler ou de disparaître. Il n'y en a plus tellement. Oui, d'accord, même si ce n'est pas bon à 100%, il n'y en a plus tellement. Oui. D'accord. Oui. Et ce qui même décourage des investisseurs étrangers, parce que dès qu'ils viennent, il y a tellement de pression fiscale. Et ces pressions-là, ces menaces, ça ne vient pas des privés. C'est l'État même. D'accord? Ceux-là qui viennent avec de bonnes intentions sont déçus, découragés par l'État même, par certains membres du gouvernement qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Et qui font tellement de menaces, de pression que ceux-là qui viennent se découragent et se retournent. Donc il y a ça, il faut reconnaître et saluer les efforts qui ont été consentis par ce gouvernement-là. Pour faciliter la tâche. N'est-ce pas? Même s'il y a encore quelques délinquants, quelques brebis galeuses, il faut avoir le courage de le dire, qui continuent, malgré ça, de défier l'État. Ils ne sont pas très nombreux, mais vous savez que dans un État, c'est ça. Il y en a toujours qui ne veulent pas se mettre dans les rangs. Mais l'essentiel est que le gouvernement ait l'œil sur tout et continue de châtier, de punir. Mieux que par le passé pour les obliger à se mettre au pas. Et ensuite, vous parlez de l'imposition. D'accord? Je dis qu'on ne peut pas venir à une imposition zéro. Ça ne marche pas. Ça. Dans un pays où l'économie est essentiellement fiscale, il faut que nous-mêmes, nous puissions faire rentrer ces ressources-là pour les utiliser et contribuer à notre développement. Donc dire qu'il n'y aura plus d'impôts, pourquoi on a créé telle taxe, non. Trop créer de taxes, c'est pas bien, mais il faut pas qu'on supprime toutes les taxes. Il n'y a pas, comment dirais-je, longtemps, il y a quelques mois, l'État quand même a fait cet effort-là. Au lieu de 450 000, on a allayé ça jusqu'à 150 000. Je ne sais pas de quelle taxe il s'agit pour ceux qui veulent créer de petites entreprises. Et c'est un effort louable. Il faut le reconnaître au gouvernement. Parce que, voyez-vous, la différence de 450 000 à 150 000, ça vous allège un peu la tâche. La tâche du moins. Et cet effort-là a été fait à d'autres niveaux également. Si vous allez au port, pour certains commerçants, certains importateurs, vous voyez, sur certains produits, il y a des exonérations sur certains matériels informatiques ou électroménagers. Tout ça là, ça permet, ça encourage la promotion, la création de nouvelles entreprises. Très bien. Avec ces différentes conditions qui sont remplies et les efforts du gouvernement en continu pour pouvoir continuer à faciliter la tâche aux potentiels promoteurs d'entreprises, que diriez-vous à ces gens-là qui sont peut-être béninois ou pas, des gens qui nous suivent peut-être de l'extérieur, qui ont envie d'investir au Bénin en matière de création d'entreprises, mais qui hésiteraient encore?
Constant Yaoundé? Non, c'est qu'il faut qu'il se rassure que l'environnement, aujourd'hui, des affaires est en train d'être assaini. Et si déjà on a un chiffre comme ça, qui s'annonce, qui n'est pas un faux chiffre, parce qu'il y a des noms sur les entreprises. Oui. Bon, et les dossiers sont là, donc ça veut dire que si de l'intérieur, autant de Béninois osent en arriver jusque-là, parce qu'il faut connaître aussi la psychologie des Béninois. Le Béninois est très hésitant. Avant que le Béninois ne s'engage dans quelque chose, il faut savoir qu'il a des assurances. Oui. Donc, si déjà autant de Béninois en très peu de temps s'engagent sur ce terrain, il faut savoir que c'est un terrain sécurisé. Très bien. Mathias Sossou, on continue dans la causerie de ce matin. On va parler sécurité tout de même, avec la recrudescence des actes de grand banditisme. Certainement avez-vous su que ces dernières semaines, il y a eu des actes de braquage à n'en point finir un peu partout, des actes d'insécurité pour faire court. La police républicaine qui a commencé à multiplier aussi ses actes ou ses actions de répression dans ce sens. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsque par exemple vous circulez déjà à Cotonou autour de 5 heures, pour nous qui venons au service par exemple, on les voit un peu sur les grandes artères de Cotonou qui interpellent tous les motocyclistes, même les véhicules, systématiquement pour s'assurer de ce que ce sont des gens de bonne foi. Quel regard portez-vous sur les actions que mènent nos forces de sécurité publique pour contrer un peu ces hors-la-loi? Oui, et cela me rappelle quand même une sagesse qui me dit que, vous savez, il y a un oiseau qui a pris cette disposition compte tenu du fait que les chasseurs ont appris à tirer sans manquer leur but. Et cet oiseau aussi a appris à s'envoler et ne pas se percher sur l'arbre le plus court de la forêt. Donc, ils cherchent à se poser sur l'arbre le plus haut. Et quand ces voleurs ont pris des dispositions pour braquer les gens, mais celui qui est chargé de la sécurité, lui aussi, il a pris cette disposition pour contrer quand même la loi là. Vous savez, quand aujourd'hui vous circulez dans la ville de Cotonou, même à 3 heures du matin, vous n'êtes pas inquiété. Vous êtes sûr qu'en circulation à quelques 5-6 km ou bien à 1 km même, vous allez rencontrer le véhicule, en tout cas les véhicules de force de sécurité qui vous rassurent. Parce que quand il y a au voleur quelque part et que quelques instants après, vous allez découvrir quand même les forces de l'ordre qui sont en train de sécurité, vous pouvez quand même vous confier à eux. Avant, dans le temps, quand on demandait leur secours, qu'est-ce qui se passait? Soit ils n'ont pas de carburant dans leur véhicule, ou bien le véhicule est tombé en panne, et ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Depuis que ce régime est arrivé, il y a eu quand même des dispositions qui ont été prises. Et c'est là que je vais quand même louer les réformes du président Talon dans ce domaine-là. Parce que depuis, il y a eu quand même des dotations qui sont mises à la disposition des forces de sécurité, qui sont déjà, en tout cas, qui sont à pied d'œuvre sur le terrain. À chaque fois quand il y a un petit pépin, il se lève tôt pour quand même aller contrer. Vous allez constater que les braquages, en tout cas le banditisme a diminué, a baissé quand même. On ne peut pas dire qu'il n'en existe plus, mais il y a quand même une diminution drastique quand même de ce fait-là qu'on remarque dans la ville aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de ces actes de braquage tous azimuts qu'on constate. Avant, quand il y a formation de gouvernement, vous-même, vous n'êtes pas sans savoir. Dès qu'il y a formation d'un nouveau gouvernement, le lendemain ou bien le troisième ou deuxième jour, il y a nécessairement un braquage d'une banque. C'est pour tester quand même le système sécuritaire du nouveau ministre qui est installé. Mais aujourd'hui, on ne constate plus ça. Ça veut dire que quelque part, les dispositions sont prises et le président Talon a touché le bon bout pour tenir quand même c'est hors la loi. Oui, la première chose que je tiens à dire est que la police républicaine est efficace et permet à l'État béninois d'être déjà proche des objectifs qu'il s'est fixés en matière de lutte contre l'insécurité. Parce que vous vous rappelez que ça fait beaucoup de bruit. Il y a eu la polémique autour lorsqu'il était question, lorsque l'État béninois, le gouvernement en place, a fait sortir cette affaire de police républicaine. Mais quelle est cette histoire-là de mettre ensemble la gendarmerie et la police? Non, ça ne marchera pas. Non, ça ne peut pas aller dans un pays, laisser les gendarmes dans leur coin et puis les policiers ailleurs, tout ça là. Aujourd'hui,
ceux qui agitaient ça et qui contestaient, qui n'étaient pas d'accord, je ne les vois plus parler. Dans la mesure où il est clair, même si nous ne sommes pas encore à l'insécurité zéro, il y a déjà une amélioration par rapport au passé. Il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a quelques années. Il a parlé tout à l'heure des braquages dans les banques. C'était récurrent. Les braquages au marché d'Antopa. Oui. Voyez-vous, où les gens sont venus, les braqueurs sont venus, les bandits sont venus opérer tranquillement et ils sont repartis parce qu'on avait, excusez-moi, des agents, des forces, des agents des forces de sécurité qui étaient chargés d'assurer notre sécurité, mais qui faisaient semblant. On les voyait attendre, partir les bandits et sortir après, bomber le torse, courir et puis avec des sirènes partout pour nous distraire. Quand on les appelle, on ne les voit jamais attendre. Ces véhicules-là, vous n'attendez pas même à l'époque, excusez-moi, je ne veux pas appeler de nom. Oui, il y a un ministre à l'époque où vraiment les bandits étaient en action au marché d'Antopa, où on criait, on alertait partout. On n'a pas vu les autorités, on n'a pas vu les forces de l'ordre, les agents agir. Mais dès que les bandits sont partis par le lac ou le fleuve, ils sont partis, on a vu le ministre venir avec une sorte de théâtralisation où on brandissait ceci, cela, avec des jumelles pour nous distraire. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est une action efficace sur le terrain. Mais ça ne veut pas dire que tout est bon. L'État doit poursuivre ses efforts. La police républicaine a eu des prouesses, mais doit faire davantage d'efforts. C'est le point important que je tiens d'abord à souligner. Deuxième chose, vous savez, les bandits, les voleurs, c'est ce qu'ils ont appris. C'est leur métier. C'est des professionnels du vol. Donc c'est leur métier. Donc comprenez un peu que pendant que vous allez travailler, pendant que vous allez, dans les marchés, dans la ville, vous occupez de vos activités, eux-mêmes, vous comprenez un peu qu'ils aillent travailler. Et ensuite, ce que nous observons souvent, c'est les fêtes de fin d'année s'approchent. Nous sommes à quelques mois, à quelques semaines. Ils veulent aussi fêter avec leur famille. Les bandits, les voleurs ont une famille, ils veulent aussi fêter. Vous êtes en train de faire un peu d'économie, vous travaillez et vous êtes déjà soucieux des dépenses à faire pour la fin d'année. Les bandits également réfléchissent et sont soucieux des dépenses à faire en famille. Donc, ils ont un peu reculé. L'action de la police républicaine les a dissuadés, mais ils disent, mais comment? Il faut changer de stratégie et essayer de revenir encore, mener quelques activités pour faire un peu de sous. C'est très heureux. La semaine passée ou le week-end passé, les autorités de la police républicaine ont fait, le point à travers la voix du porte-parole de la police, a fait ce point-là. À travers l'opération appelée anti-gang. C'est ça. Cette opération anti-gang, en 3 points, je vais le dire rapidement. Il s'agit du démantèlement du réseau de malfrats, de bandits. Plusieurs réseaux ont été démantelés. N'est-ce pas? Il y a ça d'abord. Ils ont démantelé plusieurs réseaux. Ensuite, des bandits ont été arrêtés et déférés devant les juridictions compétentes. Après ça, je crois qu'une centaine de motocyclettes ont été saisies. Une centaine a été saisie. Beaucoup de motocyclettes, nous l'avons vu. Et les médias étaient présents et ont pu, être témoins de ce qui a été montré. Et ce qui est aussi important est qu'un fournisseur d'armes et de munitions a été interpellé. Lui, c'est son rôle. Il est là pour vendre des armes, vendre des munitions aux malfaiteurs, aux hors la loi. Ça, c'est une prouesse, il faut le louer, parce qu'à quelques semaines de la fin de l'année, vous savez, il y a déjà la psychose, parce qu'ils sont déjà revenus encore sur le terrain, ces bandits-là. Et depuis quelques mois, vous allez entendre braquage par-ci, vol par-là. Donc je crois face à ça, les autorités, les forces de sécurité publique ont pris leurs responsabilités. Constant Yawedeou, est-ce que ces différents points-là qui ont été faits le week-end dernier, comme il l'a souligné tout à l'heure, traduisent la proximité de ces forces de sécurité auprès des populations? Oui, les forces de sécurité n'étaient pas très loin des populations avant. C'est ce qui était problème, c'était la motivation. Et quand on parle de motivation, c'est d'abord les moyens. Il y a l'organisation qui est là, qui a été renforcée, on a vu, mais il y a aussi les moyens qui ont été investis. C'est pour ça que je vais commencer par faire la doléance
auprès des autorités pour dire que si déjà des résultats comme ça commencent par s'annoncer, il faut penser au renforcement des moyens. C'est-à-dire qu'on devrait compléter les motos parce que nous n'avons pas... On a constaté que l'insécurité a reculé et ils ont investi maintenant les campagnes. Et les véhicules ne peuvent pas aller partout. Donc le système de moto est un système très efficace pour la sécurité. Et vous devez apprendre ces derniers temps qu'il y a, même en plein jour, ils arrachent des motos. Et des gens qui sont encore au boulot à 17 h commencent pas à avoir des soucis. Parce que quand il faut rentrer dans les fins fonds de Calavi, vous ne pouvez pas en plein jour, on vous arrache votre moto. Ça existe aujourd'hui et ça continue. Donc je crois qu'il va falloir renforcer, continuer par renforcer. Si des nations très organisées qui ont aujourd'hui jusqu'à des hélicoptères pour des interventions très rapides, qui ont des GPS, qui ont tout ce qu'il faut, continuent de parler d'insécurité, ce n'est pas au Bénin que nous allons dire que notre police a déjà l'essentiel. Non. Non. Est-ce que notre police a aujourd'hui un hélicoptère pour se lever et aller rapidement au milieu de la forêt, là où des gens ont kidnappé et qu'ils ont emporté? Mais non. Vous voyez, il y a encore des efforts à faire. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais le peu qui a été fait, les résultats sont là. Et je crois que c'est important de saluer ça, d'encourager nos forces de l'ordre parce que l'union qui a été opérée au niveau de la gendarmerie et de la police, nous connaissons, ce n'était pas évident que ça puisse amener une certaine harmonie. Mais on est en train de constater que ça a commencé par s'entendre correctement, surtout que c'est la patrie qui est à défendre et il prête serment pour la défense de la patrie. Donc je crois que le travail est en train d'être fait et il va falloir mettre un peu de moyens. Je l'ai dit tout à l'heure, on avait parlé de les renforcer en moto et je crois que ces motos aussi sont déjà de vieilles motos. Parce que les garanties sont là et il va falloir vraiment renforcer parce que véhicule ça coûte cher, mais moto je crois que ça peut aller un peu plus vite. Donc il faut forcément leur donner les moyens, pas les moyens seulement roulants comme ça, mais et la police d'abord c'est les informations, c'est les enquêtes et il faut forcément que les réseaux, ils aient les moyens d'alimenter les réseaux pour avoir les informations avant de pouvoir agir et continuer par mettre les populations en sécurité par rapport aux dénonciations. Très bien. Mathias Sossou, comme le disait tout à l'heure, ou comme le dit tout à l'heure Constant Yaouédéou, il faut doter les forces de sécurité d'équipements pour qu'ils puissent contrer le grand banditisme. Vous savez, je crois que depuis que le président Talon est arrivé, il n'a pas encore recruté le grand nombre de policiers. Et il est en train de travailler avec les policiers qui étaient là depuis, et avec qui on constatait ces désordres des bandits. C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation, c'est ce que je veux dire, parce que quand on le dit, les gens vont penser qu'on est en train de jeter trop de fleurs à l'actuel gouvernement. Mais moi, je réfléchis sur la situation, je me dis, mais quand le président Talon est arrivé, il a pris cette disposition, comme je l'avais dit au début, pour contrer ce grand banditisme-là. Dans le temps, on avait parlé de regroupement, en tout cas de la mise ensemble des forces de sécurité en les appelant police républicaine. Il y a eu des tollés générales, tout le monde, en tout cas, y est allé de sa manière pour critiquer, pour dénoncer le fait. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que quand même, il y a eu des dispositions qui ont été effectivement prises compte tenu de cette réforme-là. Et on constate maintenant qu'il n'y a plus, en tout cas, si vous voulez le mot, la recrudescence, comme on le dit là, on ne le constate plus comme ça. C'est des actions et pas ce qu'on constate des bandits dans le pays. Ça veut dire que quelque part, le gouvernement qui est là est toujours responsable de ce qui se fait, de bien ou de mal, je dirais. Parce que les anciens qui étaient, en tout cas les prédécesseurs qui se sont succédés, ils ont eu quand même aussi des idées. Mais pourquoi ils n'ont pas pu amener ces policiers à faire ce qu'ils font aujourd'hui? Ça veut dire que quelque part, l'idée a été mûrie
et puis germer d'abord, mûrir, et puis après mise en exécution. Ça fait que ça donne les résultats qu'on a aujourd'hui. Et la dotation, au début quand on leur avait donné des dotations, ils ont pensé que c'était pour aller soigner les peut-être maîtresses dans la ville. Mais quand on leur a tapé dessus quand même, ils ont compris que c'était quand même pour faire du sérieux avec. Donc, ils ont mis ça aussi à profit et ça donne les résultats que nous avons aujourd'hui. Mais ce que moi, je ne comprends pas chez les bandits, en tout cas, c'est hors la loi. Moi, je crois qu'ils ont eu un problème de maladie. Le vol n'est plus un truc pour les satisfaire, mais c'est ça dit c'est devenu une maladie pour eux. Il y en a parmi eux, quand ils ne volent pas, ils ne sont pas contents. Quand bien même ils savent que quand ils vont faire l'opération là, tôt ou tard, on va les prendre, ils le font toujours. C'est comme un voleur qui toujours, je ne sais pas si c'est la maladie ou bien si c'est la jalousie, qui va à une cérémonie où les gens sont en train de faire cérémonie. Ils ont allumé les groupes électrogènes. Un groupe électrogène, le voleur, il passe par derrière, il va voler ce groupe électrogène là, et il va déposer dans un puits. Ça ne lui a même pas servi, il va déposer dans un puits. C'est comme s'il est dépendant du vol. Quand il ne vole pas, il n'est pas tranquille. C'est un peu curieux. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire dans ce sens-là pour quand même les rééduquer. Parce que le tout ne suffit pas d'aller les enfermer en prison. Parce que quand ils vont en prison, ils savent qu'ils seront nourris, ils seront protégés, et puis quelques temps après, alors là, ils vont venir à notre école. Nous sommes là pour les réinsérer quand même dans la vie sociale. C'est ça. Merci beaucoup, Mathias Sossou, pour vos analyses. C'est la fin de la causerie de ce matin. Justement, Lali, c'est donc la fin. On recevait sur ce plateau Mathias Sossou, directeur général du quotidien Le Gongoneur. Merci d'avoir été là. C'est moi. À vos côtés, Eloge Ganaho, qui est aussi directeur général du quotidien Le Grand Matin. Merci, Eloge, d'avoir participé aux échanges de ce matin. Et puis, Constant Yaouidéou, directeur de Radio Planète. Merci aussi d'avoir été avec nous, comme chaque mardi d'ailleurs. On se retrouve très prochainement.